Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h17 et c'est l'architecte de la taxe GAFA, de la taxe sur les multinationales internationales, de la taxe minimale, avec Joe Biden évidemment, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin au lendemain de l'accord du G7 sur les deux piliers de cette nouvelle taxation internationale. On va parler des deux piliers et je voudrais qu'on commence, Pascal Saint-Amand, par ce qu'on a longtemps appelé la taxe GAFA, qui n'en est pas vraiment une, parce qu'elle taxera finalement les multinationales qui font les marges les plus élevées. Et le paradoxe, c'est qu'on a découvert que Amazon, si on ne changeait pas ce qui était défini au départ, ne serait pas taxé par cette taxe GAFA. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que vous y attendiez, Pascal Saint-Amand? Oui, on s'y attend. En fait, c'est un faux débat qui a été lancé, je ne sais pas trop par qui, mais en tout cas par des gens mal informés. Il y a une négociation en cours. Ça fait plusieurs années qu'elle est en cours. Les États-Unis l'ont en quelque sorte relancée avec l'administration Biden, en mettant l'accent sur un impôt minimum mondial et une nouvelle répartition des droits d'imposer entre les États des entreprises qui sont, on va dire, les gagnants de la mondialisation, dont les entreprises numériques. Alors, les gagnants de la mondialisation, c'est les entreprises les plus grandes et les plus profitables. Il se trouve qu'Amazon ne fait pas partie des entreprises les plus profitables. Une des plus grandes, oui, mais pas des plus profitables. Et donc, se partager les profits d'Amazon, ça ne veut rien dire puisqu'ils font très peu de profits. En revanche, ce qui est important et qu'on a anticipé, c'est qu'il y a une partie d'Amazon qui est extrêmement profitable. C'est ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, les services qui permettent de stocker les données. Et ça, il y a une profitabilité, je crois, de plus de 30%. Ouais. Et dans l'accord, il a été prévu que les profits du cloud, eux, feraient partie de la solution et seraient répartis entre les États. Donc c'est un faux débat. Alors on va écouter ce que disait Emmanuel Macron ce week-end lors du G7 en Cornouailles, justement sur cet supplément d'imposition mondiale qui serait procuré par les deux piliers de la réforme que vous proposez. Écoutez Emmanuel Macron. Grâce à l'agenda qu'on a en G7, on va pouvoir taxer les multinationales. C'est 5 à 10 milliards de plus pour le budget français. C'est juste, je peux l'expliquer à mes contribuables et leur dire je vais vous enlever 5 à 10 milliards d'impôts, mais surtout les gens qui vous concurrencez de manière injuste, on les a corrigés. Je ne peux pas le faire si les Britanniques, les Allemands, les Américains ne le signent pas avec moi. Voilà. Est-ce que l'objectif de cette nouvel impôt mondial, c'est effectivement d'apporter des recettes supplémentaires aux États? Parce que c'est ce que Emmanuel Macron dit pour convaincre les Français. Mais normalement, ça devrait être un jeu globalement à somme nulle. Il y a des États qui perdront, d'autres qui gagneront. Je me trompe? Oui, vous vous trompez, mais à dessein, j'imagine. En fait, cette réforme a deux piliers. Comme on vient de le dire. Il y en a un qui consiste à identifier les 100 plus grandes entreprises mondiales et dans le lot, vous avez une majorité de profits qui viennent des entreprises du numérique et dire on va mieux se partager les profits. Aujourd'hui, ils sont taxés aux États-Unis, demain, ils seront un peu plus taxés en France. Mais peut-être aussi les géants de luxe français qui seront LVMH, par exemple, tout à fait. Sur leur marché. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est pas un jeu à somme nulle. Depuis 100 ans, les entreprises, il y a un principe qui veut que les entreprises sont taxées dans l'État où elles sont résidentes, donc où il y a le quartier général, et elles ne sont pas taxées dans ce pays-là sur les profits qu'elles font à l'étranger, parce que normalement, ce sont les pays à l'étranger qui taxent. Sauf qu'avec la mondialisation, les pays de l'étranger ont cessé de taxer parce qu'il y a eu une concurrence fiscale qui s'est mise en œuvre. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les profits réalisés à l'étranger par les entreprises sont sous-taxés, voire ne sont plus taxés, avec une course à l'échalote des États pour réduire le niveau d'imposition, et on voit qu'il y a une tendance sur la concurrence fiscale pour aboutir à zéro avec des paradis fiscaux qui ont ramassé la mise. Et donc, le principe qu'on a discuté et auquel fait référence le président Macron, c'est un principe qui consiste à mettre en place un filet de sécurité en disant les profits des entreprises réalisées à l'étranger seront au moins taxés à 15%. Donc, au lieu d'être aujourd'hui, une moyenne, on ne sait pas exactement, ça dépend des pays, mais qui est souvent proche de 6-7%, parfois 0%. On va remettre les compteurs, non pas à 0, mais à 15%. Et donc ça rapporte des recettes supplémentaires et ça va enlever du profit de pays qui aujourd'hui ne les taxent pas. Donc ça génère effectivement un surcroît de 150 milliards
d'euros de recettes supplémentaires au niveau mondial. Je crois que le président Macron a fait référence entre 5 et 10 milliards pour la France. Mais alors, Pascal Saint-Amand, quand même, revenons sur ce deuxième pilier, donc effectivement, qui est cet impôt minimal de 15%. En vérité, regardez, l'Irlande s'y oppose, par exemple, mais l'Irlande est déjà à 12,5%. Donc le delta ne semble pas, comme ça, sur le papier, si important. Et vous venez de donner un autre chiffre, hein, c'est la moyenne de la taxation des grandes entreprises, 5-6%. On voit bien qu'il y a d'autres manières de réduire son imposition que le taux minimal affiché. Alors, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, jusqu'aux travaux qu'on a commencé avec le G20 entre 2012 et 2015, les entreprises pouvaient vraiment parfaitement utiliser les paradis fiscaux et avoir des taux effectifs d'imposition proches de zéro. C'était le cas des grandes entreprises américaines du numérique. Elles avaient des taux effectifs d'imposition, effectifs, c'est-à-dire vraiment pour leur profit, qui étaient de l'ordre de 2%. Tout ceci est absolument fini. Mais elles peuvent se mettre en Irlande où le taux nominal affiché est à 12,5%, le taux effectif réellement payé, parce qu'il y a des exonérations, est à 6%. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de remonter ce taux à 15%. Passer de 6 à 15%, comme je vous l'ai dit, ça rapporte 150 milliards de dollars. Ce n'est pas anecdotique. Et au-delà de l'argent que ça rapporte, c'est une question de justice fiscale. Il n'y a pas de raison que les hommes et les femmes de la rue payent la TVA, payent l'impôt sur le revenu, et que les plus grandes entreprises payent très peu, parce qu'on a une mondialisation qui n'a pas été régulée. Donc là, on fait en quelque sorte la fin du travail de régulation fiscale de la mondialisation, qui est plus de justice fiscale. Oui, mais est-ce que c'est le rôle des instances internationales? Vous avez vu les arguments de l'Irlande, qui refuse d'ailleurs, d'ailleurs vous allez nous dire si c'est possible d'avoir un accord sans les Irlandais, par exemple, et à quoi servira un accord où il y a 2-3 pays qui font cavalier seul. Les Irlandais disent, mais attendez, le pouvoir de taxation, c'est le pouvoir des parlements nationaux. Et si les Irlandais, si le peuple irlandais n'a pas envie de taxer les multinationales, au nom de quel droit on les contraindrait? Au nom du droit de la souveraineté qui appartient aussi à l'Irlande. Et c'est ça la difficulté du travail que l'on conduit. Chaque pays, le consentement à l'impôt est au cœur de la démocratie. Sauf que si les Irlandais peuvent décider du taux d'imposition en Irlande pour leurs entreprises et pour les entreprises étrangères qui sont en Irlande, les Français peuvent de la même manière souveraine décider du taux d'imposition de leurs entreprises en France et à l'étranger. Et là, vous voyez bien qu'il y a une friction entre les souverainetés. Donc chaque pays étant souverain peut finalement se faire une sorte de guerre fiscale, d'où l'importance de mettre tous les pays autour de la table et de trouver des solutions pacifiées. Il se trouve que sans régulation fiscale de la mondialisation, on a donné la main aux paradis fiscaux ou aux pays comme l'Irlande qui ont réduit la fiscalité, et là c'est en quelque sorte les grands pays qui reprennent la main. Pourquoi? Parce que soit ils le font d'une manière coordonnée avec tous les pays du monde autour de la table en trouvant des solutions équilibrées, soit ils le font brutalement, unilatéralement, et là vous avez des problèmes pour tout le monde, y compris pour les entreprises, avec des frottements fiscaux qui aboutiront à ce qu'on appelle de la double imposition, les mêmes profits étant taxés plusieurs fois à plusieurs endroits, ce qui n'est pas bon non plus. Donc nous, on essaye de faire que ces souverainetés fiscales, ce consentement à l'impôt se fasse bien dans le cadre national, mais que ces cadres nationaux s'articulent mieux les uns avec les autres. Une fois de plus, il en va de l'efficacité économique et de la justice fiscale. Vous croyez qu'on va y arriver, Pascal Saint-Amand? Vous avez raison, les grands États, le G7, demain le G20, vont parvenir à un accord, mais s'il y aura peut-être des États, on ne sait pas ce que va faire la Chine, et puis encore une fois, si l'Irlande décide de ne pas être dans l'accord, ils ne seront pas dans l'accord. Alors on verra ce que fait l'Irlande. Je crois qu'on a rencontré à Londres le ministre des Finances, Pascal Donohoe, qui a une vraie difficulté politique, mais qui est en train d'y réfléchir très sérieusement. Puis de toute façon, si les États-Unis bougent littéralement, l'Irlande est impactée. Il n'y a pratiquement que des américaines parmi les entreprises étrangères en Irlande. Donc aujourd'hui, on doit faire se mettre d'accord, pas seulement l'Irlande, 139 pays, ça c'est la tâche que l'on a à l'OCDE. On a 15 jours pour faire ça jusqu'au 30 juin. Ensuite, on amène ça au G20. Est-ce qu'on a des chances de succès? Je crois qu'on n'a jamais été aussi près
d'un accord. Ça fait 7 ans qu'on y travaille. Il y a de la lassitude des États. Il y a une dynamique Biden qui est extrêmement forte. Les Européens veulent un accord. Je pense que tout le monde réalise qu'un accord, c'est mieux que pas d'accord. Pas d'accord, c'est des taxes GAFA, des taxes unilatérales, des mesures de rétorsion américaines. C'est un paysage qui ne va pas du tout. Et avec l'idée de pacifier les relations économiques et commerciales de la Biden, de rétablir davantage de justice fiscale et d'efficacité, avec 139 pays autour de la table, je crois qu'on a de bonnes chances d'avoir un accord. Maintenant, il nous reste une quinzaine de jours de travail très intense pour y arriver. Vous n'allez pas beaucoup dormir, Pascal Saint-Amand, pendant les 15 prochains jours, parce que c'est vrai que c'est un combat, vous le disiez, que vous menez depuis 7 ans. Vous êtes l'un des architectes de ces taxes mondiales. D'abord, taxe GAFA et taxe sur l'impôt sur les sociétés. Les 15 jours, là, vont être décisifs. Absolument. Absolument, ça fait déjà un mois que l'on dort peu et on a 15 jours très importants. Il y a ce qu'on appelle en anglais un momentum politique, ouais. Il y a un moment qui est en train de passer. Il faut saisir l'opportunité. Une fois de plus, l'idée, c'est pas seulement d'être des taxateurs fous. Les Français sont les champions du monde de l'impôt, donc on peut être accusé de vouloir toujours plus d'impôts. En fait, c'est après le Covid, faire en sorte que tout le monde paye sa juste part d'impôts, que les entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel et autres, demain ne mettent pas leurs profits dans des paradis fiscaux. C'est aussi simple que ça. Et que les profits des géants du numérique et d'autres soient mieux répartis entre les pays. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est difficile dans la communauté internationale, mais je pense qu'on peut y arriver. Eh bien, on se donne rendez-vous le 30 juin. Merci Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.